Quand j'ai commencé, c'est l'aliénation qui m'a portée parce que ça faisait écho sur un épisode de ma vie où j'avais été profondément blessée dans mon corps et dans mon esprit par un accident de voiture. Je me suis fait la promesse à ce moment-là, sur mon lit d'hôpital, de si je remarche, j'irai rechercher, redonner de la lumière sur ces personnes qui ont été aliénées, quelle que soit la vie qu'ils aient pu avoir par le passé. C'était aussi bien les prisons, les orphelinats et surtout les sanatoriums parce que c'était le premier écho forcément à ce que je venais de vivre. Bienvenue dans L'Œil Écoute, le podcast indépendant qui analyse notre rapport à l'image photographique et l'évolution du médium à l'heure de la suprématie du numérique et du digital. Invisibles mais présents sous de multiples formes, les morts nous accompagnent dans les moindres interstices des jours. Par-dessus l'épaule, dans la voix, dans l'écho de chaque pas, en haut des fenêtres, sur le fil de l'horizon, parmi les ombres des arbres, ils sont toujours ici et là, avec et à l'intérieur de nous, et dehors aussi, ils nous enveloppent de leur chaleur, nous protègent des intempéries. Ces mots, extraits du livre de Cristina Rivera Garça, intitulé « L'invincible été de Liliana », donnent le ton à l'interview qui va suivre. Yannick Le Guillanton a rencontré la photographe Estelle de Cléenne. Nourrie par la littérature et venue à la photographie par l'iconographie, Estelle s'est appropriée l'éthique de l'urbex pour mieux se libérer de ses codes. Son extrême sensibilité, sa disponibilité à l'autre, qu'il soit visible ou invisible, ont fait le reste. Photographe des lieux oubliés, abandonnés, souvent des lieux d'aliénation, elle donne une matérialité aux traces, aux vivants, à la mémoire. Si ce sont les écrivains qui lui ont appris à regarder, c'est bien la puissance poétique de son regard qui redonne leur identité à ces disparus que l'on ne voit pas mais qui sont pourtant omniprésents. Photographe de la contre-archive, comme elle se définit elle-même, Estelle de Cléenne voit le sublime dans le banal et produit des images d'où le sacré émerge sans qu'il soit convoqué. Il entre à pas feutrés, comme un ray de lumière d'été à travers les feuillages d'un jardin ombragé. Belle écoute. Bonjour Estelle de Cléenne. Bonjour Yannick. Alors on se retrouve aujourd'hui pour parler du travail que vous menez maintenant depuis 10 ans à travers l'Europe, dans des lieux abandonnés, désaffectés, oubliés, des prisons, des asiles psychiatriques, des sanatoriums ou des sites industriels. Mais paradoxalement, dans ce voyage de l'étrange, c'est le vivant qui vous intéresse, la trace, la lumière, le souvenir. Alors vous pratiquez ce qu'on appelle l'urbex, un mot qui vient tout juste de rentrer dans le petit Laos comme food truck, sexy-foot ou asexuel. Quelle est votre propre définition du mot ? Alors, c'est vrai que le mot urbex, c'est un petit mot fourre-tout, maintenant, qui avait sa valeur à l'époque, dans les années 80-90. C'était vraiment l'exploration de la ville avec un autre regard porté sur la ville, que ce soit depuis les toits ou depuis les catacombes. Mais aujourd'hui, c'est vrai que c'est une grande famille avec une grande dichotomie en fait dans la profession. Il y a aussi bien les vidéastes que les photographes. Tout le monde s'approprie l'urbex à sa manière finalement. Donc moi, ma vision vraiment de l'urbex, c'est une plongée en fait dans la mémoire d'un lieu. C'est essayer de remonter le temps et d'essayer de comprendre en fait qu'est-ce qui a créé cet abandon. Et est-ce que vous jugez que c'est un terme qui est vraiment approprié à votre travail ? Parce que il y a ce petit soupçon aussi d'aventure, d'excitation qui est lié à l'urbex. Est-ce que ça en fait partie aussi chez vous ? Alors moi, le terme urbex, c'est un peu comme si c'était un nom de famille finalement. C'est une étiquette. C'est une étiquette. Donc je l'accepte parce que j'accepte les codes de l'urbex qui sont. Donc c'est une pratique qui est quand même très codifiée normalement. On est censé respecter, on est censé laisser que des empreintes de pas et rien d'autre. Donc ça, je respecte en ça ce dogme qui a été créé à la base de l'urbex. Mais c'est vrai que le terme me plaît pas trop. J'essaye de pas forcément m'identifier à ce mouvement-là pour plein d'autres raisons. Mais c'est vrai que moi, je me vois plus comme une photographe du sensible, du fragile. Et je suis pas du tout, donc je suis forcément à contresens de ce côté adrénaline, dramatique, testostéroné à mort. Oui.
Alors avant de devenir photographe, vous aviez déjà un lien fort avec la photographie, puisque vous avez été iconographe au Figaro pendant 10 ans. Quel est le rôle exactement d'un iconographe ou d'une iconographe dans une rédaction ? Alors c'est vrai que j'ai adoré cette plongée dans la presse. C'était une grande première pour moi. J'avais déjà une trentaine d'années. Quand je suis arrivée, j'ai compris que c'est une fonction charnière. C'est la charnière invisible. C'est essentiel dans la presse, le rôle de l'iconographe, même si on lui prête pas autant de puissance qu'il en voudrait. C'est la personne qui va articuler le visible avec le lisible. Ça a été très difficile pour moi parce que je venais d'une formation plus littéraire. Et donc de forcément adapter les codifications d'un éditorial et d'une ligne éditoriale. Donc, bien sûr, c'est cette recherche. C'est une responsabilité énorme. Il y a une éthique de l'iconographe qui est essentielle. Et puis, il faut connaître impérativement, je pense. C'est peut-être un petit peu moins le cas maintenant avec Internet et les moyens qui sont les nôtres. Mais à mon époque, effectivement, c'était extraordinaire parce qu'il fallait impérativement connaître tous les photographes, les identifier, avoir cette culture de l'image. Donc vous avez travaillé avec des agences photo, j'imagine, et peut-être aussi des photographes en direct. Oui, on travaillait avec les deux. Soit c'était des productions qui étaient organisées avec des photographes qui pouvaient être des photographes américains. On organisait des reportages à l'étranger. J'ai eu l'occasion de rencontrer justement des photographes qui étaient à la fois de mode, mais aussi d'investigation. Donc c'était passionnant parce qu'il y avait vraiment, c'était un kaléidoscope formidable, le Figaro. Vous touchiez un peu à tous les genres de la photographie à travers cette Exactement, cette il fallait profession. s'adapter et c'est ça qui était formidable. Ça faisait de nous, je pense, des iconographes un peu tout-terrain. Et j'imagine que travailler sur les images des autres, ça vous a donc donné l'envie de raconter vos propres histoires grâce à la photo. Vous auriez pu choisir la littérature, par exemple, puisque vous avez une formation de lettres, comme vous nous l'avez dit. Pourquoi est-ce que vous avez fait le choix de l'image ? Alors, l'image est arrivée grâce aux écrivains. Donc, elle est arrivée avant le Figaro, on va dire, par cette formation assez exigeante en lettres. Pour moi, ce sont les écrivains qui m'ont appris à regarder. Je pense notamment à Pierre Michon, Les vies minuscules, où on allait faire cette plongée dans les inconnus qui avaient des vies assez, même pas dramatiques, assez insipides. Il y a aussi Romain Gary qui m'a montré par ses mots les perdants sublimes. Et puis Marguerite Duras aussi qui m'a enseigné. Dans le temps long pour le coup. Plus dans le temps long, mais qu'effectivement, dans le vide, il y avait aussi de la matière. Et cette nourriture extraordinaire qu'est la littérature, elle a nourri mon imaginaire. Et dans mon parcours initiatique, quand je suis rentrée un peu par hasard au Figaro, et que je me suis finalement accrochée à cette idée d'y rester à tout prix, parce que j'étais stagiaire pendant presque 2 ans au Figaro, je voulais absolument que quelque chose se passe et que j'y reste. En fait, il n'y avait pas de hasard. En fait, c'est là où on a adjoint cette image à un corps de texte. Et là, pour moi, ça a fait sens. Et ça m'a fait rebondir après avec les deux, en fait, sous le bras. J'avais la littérature à gauche et la photographie à droite, et c'était indissociable l'un de l'autre. Et pour la photographie, justement, est-ce que, bon, évidemment, vous avez côtoyé des photographes, hein, est-ce qu'il y en avait certains dont vous aimiez plus particulièrement le travail ou dont vous vous sentiez plus proche, tout simplement ? C'est vrai qu'au Figaro, on avait rencontré Joseph Koudelka, notamment à la sortie de son livre en 2006 sur les ruines. Et c'est vrai que ça a été un choc visuel pour moi de mêler cette esthétique et en même temps cette simplicité de l'image en noir et blanc. Il y avait quelque chose et puis l'homme était tellement extraordinaire, tellement généreux de sa personne que ça a été mon premier choc visuel. Et puis aussi Bernd et Hilla Becher, quand ils ont fait leur inventaire de cette industrie éteinte, je me suis dit c'est incroyable parce qu'ils arrivent à faire un portrait des disparus. Et c'est là où j'ai compris qu'en fait, il y avait une vraie personnification aussi dans ces lieux-là et qu'il y avait finalement de l'humain dans la disparition. Alors, parmi les destinations que j'ai identifiées, vous avez beaucoup travaillé en Italie, mais aussi à vos débuts dans l'ancien bloc soviétique, l'Allemagne, l'Estonie, la Tchéquie, à la découverte d'usines, d'asiles, d'orphelinats, de sanatoriums, de prisons. Ce sont des lieux collectifs, souvent associés à l'effacement de l'individu. Est-ce que ce regard sur l'oubli de la singularité, il est réellement au cœur de votre démarche ? Quand j'ai commencé, c'est l'aliénation qui m'a portée parce que ça faisait écho sur un épisode de ma vie où j'avais été profondément blessée dans mon corps et dans mon esprit par un accident de voiture, où ma vie, en tout cas ma vie motrice, était remise en question. Au mieux, j'allais claudiquer, au pire, je remarcherais pas. Je me suis fait la promesse à ce moment-là, sur mon lit d'hôpital, de si je remarche, j'irai
rechercher, redonner de la lumière sur ces personnes qui ont été aliénées, quelle que soit la vie qu'ils aient pu avoir par le passé. C'était aussi bien les prisons, les orphelinats et surtout les sanatoriums, parce que c'était le premier écho forcément à ce que je venais de vivre. Oui, le sanatorium qui n'existe plus vraiment aujourd'hui, en fait. Oui, c'est un terme qui est complètement devenu désuet. Hein. On dit manicomio en italien. Et c'est vrai que c'était pas franchement des sanatoriums, c'était des lieux d'aliénation pure et dure. Ouais. C'était des endroits où on rentrait sur simple dénonciation. Donc c'était des prisons qui disaient pas leur nom. Alors, en parlant de prison, vous dites à propos de la prison de Pattarai en Estonie, doit être l'une des rares personnes à vouloir y entrer, alors que tant d'autres ont rêvé d'en sortir. Ce paradoxe, il est finalement présent dans l'ensemble des lieux où vous êtes allés. Oui, c'est pour ça que quand je rentre, j'ai toujours cette sensation d'être accueillie à bras ouverts. Et ça fait toujours un effet formidable, à contrario de demeures plus personnelles dans lesquelles j'ai pu rentrer, qui n'ont pas cette identité douloureuse, forcément. Il y avait une générosité du lieu tout de suite. Quelque chose de « Ah, on va enfin nous reconnaître ». J'avais ce sentiment d'accueil plein. Je me suis mis toujours le devoir d'aller essayer de comprendre, au-delà des légendes urbaines, en fait, même qui circulaient autour des lieux, ce qui s'était réellement passé afin de rétablir une forme d'identité aux personnes. Alors, en parcourant vos séries, il y a une image assez étonnante qui m'a marqué. Il s'agit d'une chaise abandonnée au milieu des vestiges d'une église sur laquelle tombe un ray de lumière. Est-ce que vous pouvez nous raconter dans quel contexte vous avez réalisé cette image ? Alors, ça faisait un petit moment que j'étais dans le sud de l'Italie. Je revenais d'un périple autour de Bari qui s'était très mal passé parce que j'avais rencontré dans un premier temps des migrants. Généralement, ça m'était déjà arrivé par le passé, mais ça se passait plutôt pas trop mal. Il fallait, avec une bouteille de vodka ou de whisky, je pouvais rentrer en espérant ressortir dans mon intégrité. Et là, je suis tombée au mauvais endroit, au mauvais moment. Donc j'avais été vraiment violentée par c'est des migrants en fait qui m'ont dénoncée à la mafia. Et donc là, ça s'était vraiment mal passé pour moi. J'avais été rouée de coups. Donc je remontais du sud de l'Italie en me disant je vais arrêter. J'ai des enfants, il faut. Et je tombe sur ce lieu extraordinaire dans le nord des Pouilles. Je suis vraiment dans une plaine, c'est des calanques c'est un désert, c'est un vrai désert. Et là, au loin, j'aperçois un promontoire et je savais qu'il y avait une cité médiévale abandonnée à cet endroit-là. Donc je me dis bon, allez, c'est sur la route, on y va. J'avais lu des choses comme quoi ça avait été un bastion extraordinaire, une forteresse incroyable, qu'il y avait eu, suite à un tremblement de terre, tout le monde avait dû partir. J'arrive sur place et c'est ficelé de barbelés. Il y a plusieurs mètres de barbelés. Je me dis, allez, c'est peut-être la dernière. Tu verras si tu remets en question ta démarche et si tu fais les choses autrement, si tu vas finalement photographier des chatons dans des corbeilles en osier plus tard. Mais là, je me suis dit, allez, on y va. Et donc, j'ai envoyé mon sac par-dessus le premier barbelé. Je me suis dit, maintenant, voilà. Va chercher ton sac. Et ainsi de suite. Et puis, je suis rentrée dans cette cité hyper silencieuse, incroyable, où il y avait des bâtiments qui dataient du XIVe siècle, même bien au-delà. Et qu'est-ce qui s'y était passé exactement ? En fait, il y avait eu un séisme. Comme la cité médiévale datait du 7e ou 8e siècle, bon, les pierres n'étaient plus de toute façon en état de contenir qui que ce soit. Donc, une décision a été prise radicale et du jour au lendemain, tout le monde a dû partir. Alors, ça avait été extrêmement vandalisé, il y avait plus grand-chose. Mais je me suis dit, il y a forcément une église, quelque chose qui reste. Donc, j'arrive effectivement dans le cœur de la cité, qui était immense, plus de 30 km². Ah oui. Et je trouve enfin cette église, et là, il y a un espèce de grand verrou qui est mis, mais il reste un petit espace de 20-25 cm, et je me faufile, et là, je rentre avec l'appareil photo, et tout de suite, la scène est là. Extrêmement émouvante, de ce ray de lumière posé sur la chaise, donc je dégaine tout de suite, je shoote immédiatement. Alors, est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu l'image ? Parce que, donc, on voit une sorte de trou béant dans la nef de l'église. Oui, ouais. Juste au-dessus de l'autel, ouais. Au sol, à la place de l'autel, justement, la végétation qui a repris un peu ses droits sur un tas de pierres, et légèrement sur la gauche, donc il y a une chaise. Une petite chaise de fidèle qui est là, toute banale, toute déglinguée, et dans son innocence, elle est en train d'être éclairée comme par un discours presque christique. On a l'impression qu'il y a un dialogue qui s'opère entre cette petite chaise où il y a eu des fidèles, forcément, qui ont levé les yeux au ciel en espérant, en demandant des choses. Donc il y a toute cette simplicité de la scène et c'est extrêmement émouvant pour moi à ce moment-là parce que j'ai
j'ai la sensation de recevoir un message presque divin qui me dit « Mais si, Estelle, ta démarche, elle est bonne. Voilà. Là, on vient te valider dans ta démarche par cette photo qui, pour moi, reste encore jusqu'à aujourd'hui une photo emblématique de mon travail. » C'est une image qui vous a remis un peu en selle. Complètement. Je me suis dit « Non, là, c'est bon, j'ai compris, je continue. » Alors, vous l'évoquiez à l'instant, on imagine aussi que les documents, les récits sont un préalable important dans votre démarche. Est-ce qu'avant de prendre la route, vous consacrez beaucoup de temps à vous imprégner de la mémoire des lieux? Là, on a compris que c'était un peu un hasard, en fait, cette découverte. Quelles sont les sources dont vous disposez quand vous travaillez? Alors, la première source, en fait, c'est mon intuition. C'est ça qui me permet d'être à l'écoute aussi des signes que je peux recevoir à droite à gauche, par incidence, par le dialogue ou quelque chose que je peux lire dans la presse. Et par exemple, concernant les sanatoriums, qui sont en réalité des asiles psychiatriques en Italie. Oui, parce qu'en France, quand on pense sanatorium, on pense évidemment à la tuberculose. Exactement. C'était un préalable médical, on va dire, et puis finalement, arrivé sur place, ça se transformait en réelle prison d'études cliniques, on va dire. Et donc, c'est là où j'ai lu quelque part qu'il y avait une loi qui s'appelait la loi Basaglia, qui est passée en 1968, qui venait transformer et remettre en question l'intégralité de ce système en Italie. Et j'ai commencé à m'y intéresser. J'ai lu des textes qui étaient vraiment à portée purement médicale et politique. Et c'est là que j'ai compris qu'il existait en Italie. Ils n'avaient pas cherché à les réformer de l'intérieur, ils les avaient carrément fermés. Je pense que l'Italie n'est pas la seule, il y a le cas aussi au Portugal. Mais en Italie, en tout cas, j'ai commencé à remonter la piste jusqu'au plus grand de tous, qui est en Toscane. Et là, j'ai lu des choses incroyables, comme il y avait à peu près par an 5000 personnes qui partaient dans ce lieu. Beaucoup. Donc ça devenait un camp de concentration finalement. Et donc là, j'apprends qu'effectivement, il y a une monnaie particulière dans le lieu, qu'il y a un cimetière, donc la double peine, c'est-à-dire qu'on est abandonné de son vivant, on est abandonné dans sa mort. Donc je me dis là, il y a un fil à remonter et c'est comme ça que ça se passe. Après, bien sûr, c'est Google Maps, mon meilleur ami, qui m'a aussi aiguisé mon œil, c'est-à-dire que maintenant je vois tout de suite quelque chose d'abandonné, je le discerne directement, il y a quelque chose qui me frappe dans les yeux. Donc c'est vraiment les outils principaux. Mon intuition, les lectures qui en découlent et puis Google Maps. J'imagine que vous trouvez aussi de la documentation papier ou sur le web. Sur le web, c'est très riche et c'est souvent plein de légendes urbaines, donc il faut aussi démêler le vrai du faux. Et d'ailleurs, puisqu'on parle de documents, votre travail, vous le présentez comme une contre-archive, un peu comme une contre-enquête. Exactement. Je vais à rebrousse-poil de l'histoire. C'est-à-dire que je parle souvent de 3 temps de la mémoire. Le premier temps serait celui des jolis souvenirs, le deuxième temps serait celui des souvenirs plus tragiques qui nous ont forgés, en bien comme en moins bien. Et puis ce dernier temps de la mémoire qui m'intéresse moi, c'est celui qu'on a mis sous le tapis. Et c'est ce rebrousse-poil de cette histoire-là que je veux absolument faire sortir de sous le tapis. C'est celle-là qui m'intéresse. C'est pour ça que j'ai employé le terme de contre-archive, parce que ce sont des choses qu'on n'a pas archivées et dont la mémoire est en train de s'effacer. Oui, dont on trouve finalement assez peu de traces, quoi. Très peu de traces. Notamment, je pense à un des asiles psychiatriques que j'avais visité, qui est juste en face de celui qu'avait fait Depardon. Ah oui, San Clemente, c'est ça? San Clemente, et moi je suis allée juste en face à Poveglia. Alors, la particularité de Depardon, si je me souviens bien, c'est que l'asile était encore en activité. Évidemment, on voyait tous ces gens qui étaient enfermés. Oui, c'est ce qu'on appelait l'îlot folle. Et donc il y avait ce qu'avait photographié Depardon, je crois bien que c'était les femmes surtout qui étaient internées là-bas et qui étaient encore en activité avant que ça se transforme en palace 5 étoiles. Mais moi c'était Poveglia et c'était plutôt les enfants qui étaient internés à cet endroit-là. Donc c'était les enfants non désirés, c'était des jeunes filles mères, etc. qui mettaient leurs enfants parce que ça faisait mauvais genre dans la famille. Donc et c'est toute l'histoire de Poveglia aussi qui est truffée de légendes urbaines au point que maintenant quand vous tapez son nom sur internet, il y a 24 pages de l'île la plus maudite du monde. Alors pour revenir au terrain, vous travaillez seul. Vous vous mettez donc en danger. Les rubriques faits divers font régulièrement écho d'accidents liés à la pratique de l'urbex. Est-ce qu'il vous arrive aussi de faire de mauvaises rencontres
ou tout simplement des rencontres insolites. Est-ce que vous avez quelques anecdotes à ce sujet? Alors les mauvaises rencontres que j'ai évoquées, c'est souvent en Italie en tout cas Oui, la oui, mafia. Vous en parliez La tout à mafia l'heure. ou les migrants, bon, ils sont pas, je généralise pas du tout. Il y a certains migrants qui m'ont accueilli à bras ouverts. J'avais fait un podcast notamment sur Berlin. Mhm. Où j'avais rencontré plusieurs jeunes migrants qui avaient été incroyables, qui m'avaient vraiment accueilli et qui m'avaient aussi permis de mettre en perspective encore plus mon travail et de voir aussi l'ironie de cette mise en abîme de l'abandon de ces jeunes qui avaient abandonné leur pays, qui étaient lui-même détruits, arriver et être encore accueillis dans de l'abandon. Enfin, ça me fait beaucoup réfléchir, et caché une fois de plus. Donc ça, c'est des belles rencontres. Il y a des rencontres plus tragiques et puis il y a aussi l'insolite. Ça peut être par exemple dans les orphelinats aussi des dossiers médicaux qui sont restés, qu'on a couverts du secret médical pendant 30 ans et qui d'un seul coup sont laissés dans les caves au vu et au su de tout le monde. Et puis en Belgique notamment, quand j'étais sur mon parcours belge, je rentre dans une maison, mais vraiment délabrée de chez délabrée. J'avais vu effectivement qu'elle était très amochée, cette maison, donc je me suis dit, il y a forcément quelque chose. Et là, il y avait une fenêtre cassée au premier étage, donc j'escalade, je monte par le premier étage, et là, j'ai le choix entre la porte de droite et la porte de gauche. Et les poignées sont un peu dures, et donc... Il y a une chose d'ailleurs, je me permets de vous couper, parce que je crois que dans l'urbex, on ne rentre pas par effraction dans les lieux. C'est-à-dire que vous ne cassez pas une fenêtre, Jamais. vous ne fracturez pas une porte, donc il faut que vous trouviez aussi... La seule issue probable, ouais. Donc là, c'était premier étage, je vois cette fenêtre cassée, donc il a bien fallu que je m'organise pour monter. Et donc, la poignée est dure, donc j'y vais pas de main morte. Là, je donne un grand coup de savate, on va dire, dans la porte, qui s'ouvre étrangement au ralenti, malgré le fort coup de pied. Et là, je commence à distinguer une table, et je me dis, ça va être génial, il y a une lumière formidable, et tout est là. Tout est resté sur place. Et la porte continue de s'ouvrir, et là, il y a un homme, sans âge, qui est face à moi, qui est complètement nu, avec une vieille veste de postier sur les épaules. Wow. Une grande barbe, on se regarde et en fait, je ne sais pas s'il me voit, mais là, de tomber sur cet homme, j'étais obligée d'aller me dénoncer en fait dans le voisinage. J'ai senti le besoin de le faire parce que... C'est-à-dire que vous avez pris aussi de l'information pour savoir ce qui se passait dans cette maison. Pour savoir si les gens le connaissaient, s'ils savaient qu'il y avait cet homme qui était là. Ça sentait fortement la bouse de vache fumée. Il se chauffait avec ça. Et ça m'a pas fait réfléchir quand j'ai senti l'odeur. Je me suis pas posé plus de questions que ça. Je me suis juste dit, tiens, c'est marrant, j'ai pas vu d'animaux, de vaches, de prairies, de quoi que ce soit. Mais je me suis dit, voilà, dans l'urgence, c'est dans le stress de cette adrénaline, il faut aussi prendre toujours la conscience de ce qu'on est en train de faire et d'avoir les informations peu importe lesquelles, qui sont à recueillir, en fait, à ce moment-là. Et là, pour le coup, ça aurait été l'odeur. Et j'aurais dû me dire, il y a quelqu'un qui vit là. Et c'est pour ça, après, avec culpabilité, je suis allée dire, voilà, je suis rentrée pensant que c'était abandonné, il y a un homme, est-ce que vous pouvez en prendre soin ou alerter les services concernés, voilà. Alors, la plupart du temps, c'est plus paisible quand même. Dans une de vos photographies réalisées en Italie, je l'imagine, dans une maison bourgeoise, on voit la succession de couches de peinture, d'enduit et de papier peint qui sont autant de témoignages du temps qui est passé. On dit parfois que les lieux dégagent des énergies, sans pour autant verser dans l'ésotérisme. Est-ce que vous êtes sensible à cette mémoire des murs ? Ah oui, moi déjà je trouve que c'est tellement beau. Moi, ça me donne toujours envie d'être un peu dans la démarche de Jacques Derrida. Alors pour revenir à mon côté littéraire, mais lui, il appelait ça de la grammatologie. C'est-à-dire on va étudier la structure, on est moins dans le verbe que dans la conjugaison, mais on est dans la structure. Cette structure, bien sûr, elle dégage une énergie. Et on peut pas s'empêcher de repenser aux gens qui étaient là, celui qui a mis cette couche de papier peint, le choix, etc., et les choses qui se sont passées autour. Il y a une vraie narration qui s'opère à ce moment-là. Il faut juste être à l'écoute et il faut prendre ce temps de méditation. En fait, c'est pour ça que l'adrénaline, c'est un très mauvais facteur dans ces cas-là. Et c'est difficile de l'ignorer, cette adrénaline, parce qu'elle est présente de toute façon. Et vous n'êtes pas à la recherche non plus du spectaculaire, parce que cette image... on peut dire qu'elle est très banale dans une certaine mesure. Oui, moi c'est justement cette banalité, comme celle évoquée par Pierre Michon dans son livre, c'est cette banalité que je trouve extraordinaire. Et je pense que c'est celle qui touche le plus notre intimité à tous, parce qu'elle nous parle
Le spectaculaire, bien sûr, qu'il est incroyable quand on voit des théâtres abandonnés ou qu'on voit des grandes demeures abandonnées. C'est l'aspect grandiose. C'est grandiose. Et c'est des lieux auxquels vous êtes aussi attachés, puisqu'en fait, ces lieux collectifs, ce sont des lieux souvent très, très grands. Oui, c'est ça. Mais je vais aller chercher le détail. Je vais pas être dans la scène qui va évoquer la dramaturgie du lieu. Je vais vraiment être plus dans la périphrase. Donc, c'est ça qui m'intéresse le plus. Et bien sûr que cette énergie résiduelle, elle est à différents degrés présente, mais parfois c'est même tellement oppressant que on n'a pas du tout envie de rester. Même parfois dans les asiles psychiatriques, il y a toujours cette espèce de verre amande, très doux, très apaisant. Étrangement, pas du tout quand on est sur place. Alors cette approche du sensible, on la retrouve aussi dans ce que vous évoquiez il y a quelques instants, une carte sonore, une bulle de quelques minutes sur votre site durant lesquelles vous nous racontez l'expérience du lieu que vous visitez, comme on brosse un peu le portrait d'un personnage. Dans vos expos, le parti pris, il est plutôt documentaire ou au contraire, laissez-vous plus de place à l'imaginaire du visiteur ? Alors, ça dépend des endroits où j'expose. Par exemple, quand j'ai exposé sur les grilles du square d'Anvers, dans le 9e arrondissement de Paris, consacré effectivement à la recherche de mes ancêtres inconnus belges, là, j'avais pas trop de choix. J'avais pas extrêmement de place. Je n'avais que 8 photos à exposer, donc déjà l'editing avait été compliqué. Et puis surtout, je pouvais pas en parler. Et en fait, ce qui a été incroyable, c'est que je suis venue souvent sur place rencontrer les riverains qui passaient tous les jours pendant 3-4 mois que ça a été exposé à cet endroit-là. J'ai eu des messages extraordinaires parce que ça parlait aux gens. Ils avaient envie de me parler de leur histoire à eux, ce que ça leur racontait à eux. Et là, je me dis, c'est génial. C'est génial parce que ça faisait encore plus de sens pour moi. Oui, donc il n'y avait pas de légende détaillée, il y avait certainement un petit texte de présentation quand même qui contextualisait les choses, mais donc c'était l'effet miroir qui était étonnant pour vous. Exactement, y compris dans d'autres expositions, il y a des enfants qui viennent. Le regard des enfants aussi est incroyable. Être à l'écoute aussi de la réceptivité de l'autre, pas être forcément dans son discours implacable, pas être forcément à asséner une direction à ces photographies, mais aussi les laisser vivre dans le regard des autres. C'est ça qui est passionnant aussi. Donc, ça va pas être systématique chez moi d'asséner un texte explicatoire, on va dire, ou mes podcasts en fond sonore. C'est sympa aussi de le faire, mais je me laisse toujours l'opportunité d'être à l'écoute des autres. Donc, vous êtes un peu dans un entre-deux. Exactement. Alors, vous parliez donc à l'instant de cette série Benelux que vous avez exposée sur les grilles du square d'Anvers. C'est une série, là, pour le coup, où vous questionnez les origines rurales de votre famille qui vient de Belgique et pour laquelle vous avez peu d'informations. Vous êtes passé du collectif au très personnel. Oui. C'est vrai que mon nom de famille, De Cléen, je me suis toujours posé la question parce qu'il est, normalement on dit De Clean, donc il a été francisé, c'est un nom qui a été francisé, c'est ce que je savais de ma maman, et on ne savait pas grand-chose de plus en fait. Mes grands-parents étaient nés en France, mais mes arrière-grands-parents, c'était plus compliqué de savoir l'origine. Et c'est marrant parce qu'il n'y avait pas eu cette transmission. Le nom est francisé, donc je remonte l'histoire du nom, j'apprends en allant en Belgique que ça se dit pas De Cléen mais De Clean. Je vois qu'il y a eu des ancêtres qui ont été gazés en Belgique, notamment sur le mont Kemmel, qui est dans le sud de la Belgique. Là, vous parlez de la Première Guerre mondiale, non ? Oui. Donc, je sais que j'en connais des Gaston de Cléen, etc., qui ont été jeunes, morts quasiment le dernier jour de la guerre. J'apprends ça et je me dis, cette histoire me fascine. Je veux comprendre pourquoi je m'appelais Decline la petite. Et donc, là vous êtes arrivé vraiment à la source. Oui, j'arrive à la source et ma mère me dit, je pense qu'on était plutôt des personnes assez simples qui vivaient du fruit de leur ferme. Et donc là, je repars, je sais qu'on vient de Kruischotem, je remonte la généalogie, je fais des recherches généalogiques et je remonte par là, du côté de Kruischotem, qui est une toute petite bourgade à côté de Gand. Donc dans les Flandres orientales. Donc je me dis, ils ont dû apprendre le français. Et c'est là où je commence cette démarche d'aller dans les fermes de la région, des Flandres orientales. Et je dis, je vais aller recréer cette famille oubliée et je vais aller chercher des oubliés eux-mêmes. Et on va faire une grande famille à nous tous. Et c'est ça qui a été formidable parce que quand je rentrais dans ces fermes, il y avait toujours un portrait qui restait quelque part, un vêtement, un outil, une voiture, des choses de papier d'identité. Je suis allée rechercher, cette identité manquante. Et comme je suis souvent la formule du plasticien allemand Anselm Kiefer, sans mémoire, il n'y a pas d'identité.
Je me suis dit, pour retrouver cette identité, il faut que je recrée de la mémoire. Peu importe si elle est vraie ou fausse, mais on se formera un collectif dans quelque chose de plus personnel. Oui, vous avez replacé une pièce dans un grand puzzle, pour le coup, effectivement, collectif. Oui, malgré tout collectif, exactement. Alors, quand on pénètre dans des lieux comme ceux-ci, vous faisiez allusion aux photos que vous pouvez trouver sur les lieux que vous visitez, mais ça peut être d'autres formes d'objets, un quotidien suspendu. Je pense notamment à une photo où on voit une table dressée dans une ferme qui doit être... oui, c'est en Belgique. En Belgique, ouais. Comment est-ce que vous l'approchez pour le coup, cette question de l'intime et du consentement? Est-ce que vous y avez été confronté en matière photographique? Est-ce que vous avez dû faire des choix? Est-ce que ça vous arrive fréquemment? Là, quand je suis tombée sur cette petite ferme très désuète, ce repas qui avait été abandonné. Donc l'idée déjà, c'est de ne rien modifier. C'est-à-dire que même si le couteau est de travers et que l'assiette était bréchée, peu importe si les rideaux sont entrouverts et que j'aurais préféré une meilleure lumière. Oui. Je laisse complètement intacte la scène, déjà par respect. J'évite de fouiner. Moi, je suis pas une grande fouineuse de tiroirs. C'est-à-dire que si le tiroir est fermé, je l'ouvrirai pas. C'est pas grave. J'ai cette éthique, peut-être de l'icono, qui respecte au-delà de la mort des personnes, probablement. Donc, je photographie ce qui me touche. Et c'est vrai que parfois, j'ai été confrontée, notamment dans des camps de concentration que j'ai pu visiter en Italie, qui étaient certes pas des camps de concentration où il y avait eu des exécutions. Mais je suis à Patara, je suis allée dans la salle d'exécution. Et ce que j'en savais, c'est que ça avait été vraiment tragique. C'est-à-dire que les gens qui étaient assassinés, qui avaient la peine de mort encore jusqu'en 2004 à Pataraï, à Tallinn, ils étaient abattus par n'importe qui, en fait. C'était aussi bien celui qui faisait le ménage que celui qui était au service administratif. C'était le premier qui était présent, qui tirait une balle quand il visait juste. Donc la salle d'exécution, par exemple, je l'ai pas photographiée, de la même manière que dans certains asiles psychiatriques, j'ai pas photographié les lettres qui avaient été envoyées par les familles et qui n'avaient pas été réceptionnées par les personnes qui étaient internées. Par respect, effectivement, je me voyais pas du tout photographier les noms. Et même quand je photographie parfois des cimetières abandonnés dans les asiles psychiatriques, je ne vais photographier que la tombe de celui dont le nom est effacé, dont la porcelaine qui portait son visage est en train de disparaître. Il y a ce respect quand même de celui qui a été vivant. Et ça, je me refuse souvent à les photographier justement pour pas être dans la dramaturgie du lieu, mais vraiment dans le respect. Et essayer de magnifier ce qu'il reste, sans chercher à en faire trop, quoi. C'est ça l'idée. Alors Estelle, on va pas tarder à se quitter. Pour terminer, dans un registre totalement différent, j'ai découvert une de vos séries sur laquelle vous travaillez actuellement qui s'intitule Art et Science, avec des oiseaux empaillés, des écorchés, des maquettes de champignons ou des crânes. Est-ce que c'est une série un peu connexe à ce sur quoi vous travaillez jusqu'à présent? Qu'est-ce qui vous attire dans ces objets figés? Alors, effectivement, on pourrait se dire, tiens, elle a pris l'itinéraire bis là sur l'urbex. Pour moi, ça fait complètement sens. C'est toujours dans cette démarche de continuer à avancer, de recueillir les signes en fait du destin. Quand j'ai commencé à comprendre qu'il y avait des outils comme ça qui avaient été mis de côté depuis les années 50, je m'y suis vraiment attardée. J'ai commencé à compulser pas mal de choses. Et là, je me suis dit, mais c'est fascinant parce qu'en fait, même ma génération ne les a pas connus. Peut-être même que la génération de ma propre mère ne les a pas connus. Des outils, ils existent encore, ils sont cachés, ils sont dissimulés, ils ne sont plus d'utilité publique, on va dire. Mais ils ont fait partie quand même d'un patrimoine et d'une mémoire collective. Et c'est ça qui m'a lancée dans cette démarche-là. Pour moi, je reste dans ma démarche. Alors, elle est un peu plus léchée, peut-être, que d'habitude. Mais ça ne dit pas que je ne retournerai pas à la poussière. Vous êtes peut-être déjà dans la poussière parce que ces objets sont abandonnés. J'y suis à fond. J'y suis dans les mythes et dans la poussière. Mais c'est dans un cadre, effectivement, qui est beaucoup plus favorable à cet abandon de l'adrénaline. Et là, pour le coup, vous travaillez en France, je l'imagine. Oui, là, je travaille uniquement en France pour l'instant, ouais. Très bien. Merci beaucoup, Estelle. On peut donc retrouver vos images et aussi découvrir quelques histoires des lieux dont vous nous avez parlé sur votre site. Et je crois que vous aurez des expositions peut-être à venir en septembre prochain lors des Journées du Patrimoine. Lors des Journées du Patrimoine, dans plusieurs endroits de Paris, il y aura une exposition sur cette série que je suis en train de mener actuellement à Art et Science. Donc on pourra retrouver les dates sur votre site. L'intégralité sur le site internet et c'est decléenphoto au pluriel.com.
Merci beaucoup Estelle. Merci à toi Yannick. Merci de votre écoute. Comme d'habitude, n'hésitez pas à déposer des messages et des étoiles sur vos plateformes préférées. Dans le prochain épisode, je recevrai Marion Semama, qui présentait récemment au festival Moulin Blanchard dans le Perche l'histoire particulière qu'elle a vécue avec l'artiste américain David Wojnarowicz.